Près de 3 millions de personnes assistent à la messe du pape à Cracovie, temps fort du voyage du souverain pontife en Pologne. Soham a le cœur brisé, c'est l'émotion dans la petite ville et dans toute la Grande-Bretagne alors que la police vient à l'instant même de confirmer l'identification des 2 corps trouvés hier. Ce sont bien les 2 fillettes. Les crues se déplacent vers le nord de l'Allemagne et vers la Hongrie, menaçant plusieurs complexes chimiques. C'est la plus grave catastrophe écologique de l'histoire de l'Europe centrale. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football prépare la rencontre amicale Tunisie-France qui aura lieu mercredi prochain. Jacques Santini est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le cœur de Soham est brisé. C'est un des nombreux mots anonymes déposés au milieu des gerbes de fleurs ce matin, alors qu'un office religieux était célébré à Soham, en Grande-Bretagne. La police vient à l'instant de confirmer l'identification des 2 corps trouvés hier en forêt, à une dizaine de kilomètres de l'endroit où a disparu il y a 2 semaines Holly et Jessica. Ce sont bien les 2 petites filles. L'émotion est très vive dans la ville, comme dans tout le pays. Sur place, Bernard Lebrun et Michael Barnes. Des fleurs, des peluches et des dessins d'enfants, et des mots d'adultes anonymes comme ceux-ci. Le cœur de Soham est brisé. Triste dimanche à l'église de la paroisse anglicane, 450 fidèles, au lieu d'une 60aine en temps ordinaire, sont venus se réconforter, chercher un peu de compassion, comme assommés par l'horreur et ses 15 terribles jours de rebondissement. Au pupitre, le révérend Alban Jones, vicaire de Soham, ne mâchera pas ses mots. Nous savons la détermination de la police, mais une communauté tout entière se sent comme violée par la disparition de ces adorables fillettes. Et le révérend de s'interroger sur la dépravation dont est capable l'être humain. Je ne les connaissais pas vraiment. C'est une incroyable tragédie. Je suis bouleversée, surprise par tant d'événements. C'est une honte. Et l'enquête. Au petit jour, à 10 km de l'église, dans cette forêt perdue du Suffolk, médecins et policiers poursuivaient leur pénible travail. Là aussi, à cet endroit fermé au public, les badauds du dimanche livraient des fleurs, avec une seule question, pourquoi? Dans la soirée a commencé un long et macabre ballet de camions frigorifiques et autres ambulances, évacuant des corps, toujours anonymes, vers l'hôpital universitaire de Cambridge. Une certitude ce soir, les 2 corps retrouvés dans ce bois ne sont pas identifiables par simple reconnaissance visuelle. Seules des opérations de médecine légale très pointues, nécessairement conduites sur place tant les conditions sont délicates, mais aussi en laboratoire, permettront leur absolue identification. Et en ce moment même à Soham, la police tient une conférence de presse devant l'église du village. Nous retrouvons sur place notre correspondant. Vous voyez sur ces images donc le responsable de l'enquête qui tient cette conférence de presse. Bernard Lebrun, vous êtes en direct avec nous. Vous avez suivi ces révélations et il y a effectivement des informations supplémentaires sur les corps que l'on a trouvés hier dans la forêt. Alors, à une seule réserve près, Françoise, à savoir la réserve médicale, scientifique. La police, pour la première fois, tout à l'heure, au début de cette conférence de presse, a affirmé qu'elle était absolument convaincue qu'il s'agissait des corps de Jessica Chapman et Holly Wells. À tel point d'ailleurs, tellement convaincue, que la police a décidé immédiatement d'en prévenir les parents. Si on prend autant de précautions et de temps, c'est parce qu'effectivement, l'identification demande des investigations supplémentaires. Oui, il est clair, on le disait tout à l'heure dans le reportage, que d'aucune façon, une simple reconnaissance visuelle aurait pu suffire à cette identification. C'est dire à quel point, en une quinzaine de jours, les corps ont pu se dégrader. On ne connaît pas exactement les conditions dans lesquelles les corps ont été abandonnés dans ces bois, dans ces fourrés. Mais il est certain qu'un travail médical, de médecine légale, est encore nécessaire, est actuellement en cours d'ailleurs, dans cet hôpital universitaire de Cambridge. Juste vous dire, Françoise, que dès ce matin, la presse britannique avait titré de cette manière « La fin » avec cette photo du chemin qui longe cette base aérienne et qui conduit vers le bois. Et la presse britannique, malheureusement, ne s'est pas trompée. Selon certaines sources, Bernard, on aurait retrouvé les t-shirts rouges à l'effigie du club de Manchester que les petites filles portaient dans la maison du couple qui est interrogé et suspecté. Alors c'est une information sur laquelle d'ailleurs les confrères qui assistent à la conférence de presse sont en train de revenir.
Pour l'instant, ce n'est pas une information officielle, mais il est vrai que dans les milieux proches des enquêteurs, on nous avait affirmé que les t-shirts rouges avaient été retrouvés au domicile du concierge du collège. Mais n'oubliez pas, Françoise, qu'un autre élément capital, celui-ci, sans doute d'ailleurs le téléphone portable des fillettes, aurait pu être retrouvé dans les lieux, sur les lieux même de travail du concierge, c'est-à-dire au collège, et que c'est cette découverte qui a déclenché l'arrestation à 4 h du matin, samedi matin, du couple, c'est-à-dire l'assistante maternelle de l'école de Holly et Jessica et du concierge de l'école. Merci Bernard, nous vous retrouverons évidemment au cours de ce journal si vous aviez d'autres informations à nous faire parvenir. Cette affaire réveille en Belgique un douloureux souvenir, celui de l'affaire Dutroux et de son tragique dénouement le 17 août 1996, c'est-à-dire 6 ans, jour pour jour, très exactement avant l'affaire britannique. 2 petites filles belges, Julie et Mélissa, étaient retrouvées mortes dans le jardin du pédophile Marc Dutroux. Jean-Denis Lejeune, le père de l'une des 2 petites filles, s'est exprimé. Aurélia Guillemin. C'est en leur mémoire qu'ils sont venus prier. Il y a 6 ans, jour pour jour, que les corps de Julie et Mélissa étaient retrouvés à Sarre-la-Buissière. La fin tragique de plusieurs jours de fouilles dans l'une des propriétés de Marc Dutroux. À 7h30, Jean Lesage nous a annoncé qu'on avait froidement, comme ça il était à la table chez les parents de Mélissa, et le téléphone a sonné, il a décroché, il a dit « Ah, maintenant on a une jambe ». Et puis alors après, un quart d'heure après, on a annoncé que c'était Julie et Mélissa. Les funérailles des 2 fillettes avaient ému toute la Belgique. Sinistre souvenir, ravivé par la coïncidence. La disparition outre-Manche cette fois d'Holly et Jessica. Des jours entiers de fouilles, d'attente, d'angoisse qu'il a fallu revivre. Le moment le plus douloureux, bien sûr, c'est quand on voit la nuit qui approche et qu'on se dit « Ah, encore une nuit de plus ». Et là, quand on fait le bilan, on se dit « Est-ce qu'elle l'a à manger? Est-ce qu'elle l'a à boire? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on espère que le lendemain, bien sûr, ça va être une journée fructueuse. Le sentiment exact qu'on reçoit, c'est le désespoir. Il aura fallu 6 ans à la justice belge pour achever l'instruction de cette affaire. Le procès de Marc Dutroux doit se tenir l'année prochaine. Alors que la décrue s'accélère à Prague avec des risques réels d'effondrement d'immeubles et que l'eau commence à baisser en aval à Dresde, durement touchée, les crues remontent maintenant vers l'embouchure de l'Elbe. Vous le voyez sur cette carte au nord de l'Allemagne. Une digue a cédé à la périphérie de Wittenberg en Saxe où 40 000 habitants de la région ont été évacués. La ville industrielle de Bitterfeld se trouve en partie inondée. Greenpeace, qui a dépêché des experts sur place, estime que le complexe industriel contient encore des fûts de mercure et de dioxine qui pourraient entraîner une très grave pollution chimique. Sur place, Yasmina Farber et Wolfgang Hampel. Un déploiement de force pour faire la guerre à la crue. À Bitterfeld, 600 militaires occupent le terrain. Des troupes qui construisent une ligne de front. Un barrage pour que l'eau ne s'engouffre pas un peu plus dans la ville. Tous les moyens aériens sont mobilisés. Notre travail, c'est de sécuriser les digues et surtout de colmater les brèches pour éviter que l'eau ne passe. Il faut protéger le parc chimique de Bitterfeld, un pôle de 1200 hectares, héritage de l'ancienne Allemagne de l'Est. Parmi les 350 sociétés, certaines sont modernes, aux normes, d'autres comme celle-ci laissées à l'abandon. Oliver Warren est un militant de Greenpeace. Il est venu ici pour détecter les zones à risque. Il a découvert des produits très toxiques. Si cela est emporté par une crue, ou même dilué par les eaux de pluie, et que ces produits s'infiltrent dans les nappes phréatiques et la rivière, cela va tuer toute vie aquatique. Il faut absolument nettoyer l'endroit et déplacer ces fûts. Greenpeace a alerté les responsables du pôle chimique. Le docteur Warren s'inquiète aussi de la pollution des sols. Même si la zone n'est pas inondée, l'eau circule sous la terre et pourrait emporter des produits toxiques vers d'autres villes allemandes. Pour le moment, les autorités se veulent rassurantes. Elles doivent gérer d'autres problèmes humains, notamment les 16 000 personnes évacuées. À Bunner, les habitants sont remontés contre les autorités. Les consignes arrivent trop lentement et les responsables ne nous donnent que des informations totalement dépassées.
La ville reste en état de siège. Elle a demandé de l'aide à la France, qui va livrer 50 000 sacs de sable. À l'assablement, l'armée et les bénévoles tentent de barrer la route à l'Elbe. C'est le cas ici à Bitterfeld, mais aussi à Torgau ou Magdebourg, des villes plus au nord qui doivent forcément être touchées par cette crue. Cette catastrophe écologique sans précédent coûtera plusieurs milliards d'euros. Les pays concernés par ces inondations, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie et la Slovaquie, se sont réunis à Berlin pour débloquer un fonds d'urgence et évaluer les besoins pour financer la reconstruction. Les pays européens ont aussi estimé qu'il fallait inciter les États-Unis à ratifier au plus vite le protocole de Kyoto pour lutter contre les effets de serre. Vous voyez sur ces images, les commissaires ont visité les sites pour se rendre compte de l'importance des dégâts. Le long des rives du Danube, 1700 personnes ont été évacuées et 20 000 volontaires s'activent pour renforcer les digues. Les Hongrois espèrent pouvoir faire face à la montée des eaux. À Budapest, on se tient prêt car de nombreux barrages ont été construits pour éviter les inondations. La crainte, c'est qu'ils ne cèdent devant la puissance du fleuve. Sur place, à Budapest et en amont, Loïc Delamornay et Thierry Breton. Une mer de sacs de sable pour contenir les eaux du Danube. Nous sommes à 40 km au nord de Budapest. Dans ce petit village, l'inondation se répand lentement dans les rues, malgré la mobilisation de l'armée et des habitants qui s'échinent à construire des digues sous un thermomètre qui affiche 32 degrés à l'ombre. Cette région s'appelle la boucle du Danube et la crue progresse majestueusement en aval. À 20 km au sud, voici Szentendre. Les habitants attendent le pic de la crue pour 21 heures. Tibor Elias n'a pas l'habitude d'être aussi débraillé. Il est chanteur d'opéra. Mais aujourd'hui, qu'importe la profession ou l'origine, tous ont retroussé leurs manches. Nous sommes inquiets. Notre digue n'est pas assez résistante. C'est pourquoi il faut la consolider avec des sacs de sable. Derrière la digue, la pression devient trop forte et inexorablement, l'eau s'infiltre. Au fil de l'eau, la crue arrive à Budapest. Plus de 1000 personnes y ont déjà été évacuées et les berges du fleuve sont noyées. Pourtant, les habitants restent confiants. Je ne pense pas que nous connaîtrons le même scénario qu'à Prague ou en Allemagne. Vous savez, ici, le lit du fleuve est beaucoup plus large et plus profond. L'eau s'écoule mieux. Au XIXe siècle, la ville a connu des inondations dramatiques. Depuis, sans doute plus que d'autres capitales d'Europe centrale, Budapest s'est forgé de solides berges le long du Danube. La nuit qui vient sera décisive pour Budapest. La crue devrait frôler les 9 mètres, un niveau qui n'a pas été atteint depuis 1938. Mais les autorités restent optimistes, les digues devraient tenir jusqu'à 10 mètres. En cas d'inondation, les deux parties de la ville ne connaîtraient pas le même sort. Buda, sur la rive où je me trouve, est construite en hauteur et ne devrait pas craindre grand-chose. Pest, sur l'autre rive, est complètement plate. Des inondations y seraient catastrophiques. C'est une foule immense qui s'est rassemblée ce matin dans le parc de Blonia à Cracovie. Près de 3 millions de personnes ont voulu assister à la messe en plein air, célébrée par le pape Jean-Paul II. Le souverain pontife a béatifié au cours de cette cérémonie 4 Polonais. Lors de son homélie, il a mis en garde l'humanité contre les dangers du 3e millénaire et l'arrogance de l'homme. Très ému et les larmes aux yeux, Jean-Paul II a dit au revoir aux millions de Polonais venus le rencontrer ce matin. Dans l'après-midi, le pape s'est rendu au cimetière de Cracovie sur la tombe de ses parents décédés lorsqu'il était enfant. Sur place, Isabelle Stess et Dominique Merlin. Cette fois-ci, il n'était pas question de rater le rendez-vous. Jean-Paul II leur devait bien cette messe. Car il y a 3 ans, le pape, malade, n'avait pas pu célébrer l'office ici à Cracovie. En quelques heures, la population de la ville a doublé. Ils sont plus de 2 millions à acclamer leur pape. Il est quelqu'un d'exceptionnel. Il est impressionnant. Le pape polonais est admiré partout. Il donne l'exemple, non seulement pour la Pologne, mais aussi pour le monde entier. Nous, les Polonais, nous lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous il y a des années. Pourvu qu'il vive longtemps. Séminariste clandestin sous l'occupation nazie, résistant contre le communisme après son élection comme pape, Jean-Paul II a toujours combattu auprès des siens. Lech Walesa, l'emblème du syndicat Solidarność, fut un compagnon de lutte admiratif.
Si chacun de nous avait un tout petit peu de l'héroïsme que le pape montre face à ses difficultés physiques, quand on voit comment il accomplit sa mission, comment il avance, comment il travaille tous les jours, eh bien nos problèmes ne seraient plus des problèmes. À la fin de la messe, la foule lui demande de rester. C'est ça, vous essayez de me convaincre de déserter Rome. Petite allusion aux rumeurs de retraite. Aujourd'hui, c'est toute l'histoire de la Pologne qui revient ici en mémoire avec la présence de Jean-Paul II. Et cela avec d'autant plus d'émotion que beaucoup ont le sentiment que c'est la dernière fois qu'ils verront leur pape en Pologne. Et puis la police a neutralisé un colis suspect sur la grande place du marché de la vieille ville de Cracovie. La boîte métallique en fait ne contenait pas d'explosifs. Pour les Polonais, cette visite papale revêt une importance particulière. C'est la 8e fois que le souverain pontife se rend dans son pays natal. Certains redoutent que ce ne soit la dernière et beaucoup ont fait un long voyage pour assister à cette messe. Gilles Rabine et Rémi Poissonnier. Retour de la grande messe, c'est tout un peuple qui marche sur les routes pour son pape, le pape polonais. Pour être là, pour le voir ou l'apercevoir, certains sont partis depuis plusieurs jours. Ils ont dormi à la Belle Étoile ou dans leur voiture, comme cette mère et sa fille. Je vois bien que c'est une grande épreuve pour le pape, ce voyage, ce temps, cette chaleur avec son âge. J'espère, comme le pape, que les gens seront plus unis, qu'il y aura moins d'injustice en Pologne, que les gens seront meilleurs les uns pour les autres, mais cela prendra du temps. Le pape est dans une situation difficile, il lutte pour l'unité, pour l'amour et pour la paix. La plupart des pèlerins sont venus en car. Tout a été très efficacement organisé par l'église polonaise. Chaque paroisse organise un voyage. Et moi, en plus, j'ai célébré la messe avec le Saint-Père. Pour tous ceux qui ont écouté les paroles du pape, cette messe a été un moment de grâce, d'espoir et bien sûr d'illusion. Nous nous rendons compte que nous, les jeunes, demain, nous allons gouverner le monde. Et nous allons nous battre pour la paix. À Cracovie, en tout cas, la paix était dans les cœurs de tous, avec la joie d'être ensemble, même si bien sûr on s'inquiète toujours de la santé du pape. S'il revient encore une fois, ce sera la volonté de Dieu. Il n'a pas beaucoup parlé, le pape. Il a juste dit l'homélie. T'es venu pourquoi? Pour le voir surtout. Et tu l'as réussi à le voir? Oui. C'était pas trop loin? Non, j'avais des jumelles. Ah, c'était des jumelles. Et alors, quelle impression il t'a fait? C'était tout simplement super. Ce matin, un avion de tourisme s'est écrasé en France sur une route à côté d'Aix-en-Provence après des difficultés, semble-t-il, au décollage. L'appareil s'est écrasé en bout de piste, faisant 3 morts et 1 blessé grave, Carole Cuello et Benoît Jourdan. Il était 11h40 ce matin quand cet avion de tourisme s'est écrasé. Les pompiers ont extrait les corps de 2 hommes tués sur le coup. 2 femmes qui les accompagnaient, très grièvement blessées, ont été évacuées par hélicoptère. L'une d'elles est morte cet après-midi. Ce petit monomoteur était en phase d'atterrissage à 3 km de la piste. Tout était normal et soudain, les contrôleurs ont entendu le pilote dire « j'ai un problème ». Puis l'avion a immédiatement décroché. Les conditions météo étaient idéales, pratiquement pas de vent. L'approche de l'aéroport, c'est difficile ou pas? Ah non. L'approche, il faut suivre comme ça s'appelle, le circuit de piste. Les enquêteurs privilégient une défaillance technique. L'avion accidenté est un Robin DR-400 comme celui-là, un appareil qui dans le passé a connu un grave défaut de collage, un défaut qui a déjà entraîné la rupture d'une aile. La Direction générale de l'aviation civile avait demandé une inspection de tous les appareils. Autre polémique, celle soulevée par les riverains de l'aérodrome. Est-ce que cet accident vous étonne? Pas du tout, pas du tout. On le regrette beaucoup, mais fort heureusement, comme je l'ai dit, il est arrivé 100 mètres avant l'entrée de zone et un dimanche. La même chose, 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard et 150 mètres plus loin, c'est par centaines qu'on compterait les morts. Actuellement, les enquêteurs étudient les fiches d'entretien de l'appareil. À Talange, en Moselle, le jeune chauffard qui a tué 3 adolescents en les percutant avec sa voiture vendredi dernier a été mis en examen pour homicide involontaire. Il est aussi poursuivi pour vitesse excessive et défaut d'assurance. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Metz et risque une peine de 3 ans de prison ferme.
Après les attentats du 11 septembre, de nouvelles normes de sécurité imposées aux avions de ligne de toutes les compagnies qui survolent le territoire américain entreront en vigueur mardi prochain. Parmi ces dispositions, le verrouillage des cockpits qui à l'avenir seront aussi blindés pour empêcher toute intrusion dans la cabine de pilotage. Explication Patrice Pelé et Christian Gallet. Attention, mardi prochain, ça va changer dans les cockpits. La mesure principale qui s'appliquera dès le 20 août consistera à, avant la pénétration de l'espace aérien américain, verrouiller la porte du cockpit. Plus d'entrée, plus de sortie. Après l'attentat du 11 septembre, c'est la première mesure prise pour renforcer la sécurité en vol. La seconde est pour l'année prochaine. En novembre 2003, toutes les portes de cockpit de tous les avions du monde devront être blindées. Une mesure qui, pour la grande majorité des pilotes, est une bonne chose. Au niveau d'une prise d'otage éventuelle, la porte restera un élément retardateur qui nous permettra soit de donner l'alerte, soit éventuellement d'effectuer une manœuvre pour essayer de le désarmer ou de se poser en catastrophe. On les appelle les Sky Marshals. Traduction française, les policiers volants. Toujours la sécurité. De plus en plus de compagnies font appel à eux. Anonymes ou en tenue, leur travail est de faire régner l'ordre à bord. Faut-il qu'ils soient armés? Sur ce point, la politique des compagnies diverge. Non, nous ne sommes pas armés sur les vols. Pourquoi vous n'êtes pas armés? Pour éviter de mettre une arme à la disposition d'éventuels terroristes. Vous voulez dire par là qu'ils pourraient essayer de vous la prendre? Évidemment. Du passager indiscipliné à la prise d'otage, petit à petit, la sécurité se renforce dans le ciel. Tout cela va coûter très cher, mais c'est le prix à payer pour que le transport aérien continue à vivre. La centaine de sans-papiers qui occupent depuis hier la basilique de Saint-Denis entend poursuivre cette action tant que la préfecture n'aura pas normalisé leur dossier, disent-ils. Le 24 août 1996, un groupe de sans-papiers avait été violemment évacué de l'église Saint-Bernard à Paris. Le Parti socialiste saisi par le débat interne avant l'université d'été à la fin août à La Rochelle, alors que Pierre Mauroy prône une refondation du Parti socialiste dans un grand parti social-démocrate, l'aile gauche menée par Henri Emmanuelli et Jean-Luc Mélenchon estime qu'il est temps de tourner la page de la gauche plurielle. Explication et analyse, Philippe Boissry. On a beau avoir été ministre du gouvernement Jospin, on n'en est pas moins critique. Et puisque Lionel Jospin avait prôné le devoir d'inventaire sur les temps mitterrandiens, Marie-Noëlle Lienemann s'apprête à publier sa part d'inventaire. Un livre où le candidat déchu à la présidentielle a droit à un sévère réquisitoire. Entre autres citations, la dignité, ce n'est pas d'abandonner son camp en rase campagne. Ça ne nous est pas tombé du ciel, cette défaite politique. Il y a une part liée à la campagne, non négligeable. Il y a une part qui est liée aussi à la manière dont pendant ces 5 ans, on peut dire que la dérive libérale a continué en dépit d'un gouvernement de gauche qui a fait des choses. Tout le monde a beau être en vacances, le débat bat son plein par presse interposée. C'est d'abord Henri Emmanuelli et Jean-Luc Mélenchon qui scellent une alliance de plumes pour mettre le cap à gauche. Le temps pour Lionel Jospin de réapparaître et de promettre de ne pas rester muet. Et voilà que les partisans d'une gauche moderne libérale appellent au rassemblement de leurs deux mentors, Fabius et Strauss-Kahn. Pierre Mauroy, lui, prône une refondation, car cette opposition entre un courant de gauche et un courant de droite commence à en irriter certains. Allô? C'est absurde, c'est un jeu d'étiquette et de posture qui n'a ni queue ni tête et qui n'est pas digne d'un grand parti politique. Aujourd'hui, je crois que chacun doit faire preuve à la fois de modestie et d'imagination. De quoi animer d'ici 10 jours les universités d'été du PS, toujours à La Rochelle, mais cette fois-ci sans Lionel Jospin. L'opération Paris-Plage est-elle le prélude à un nouvel aménagement des berges de la Seine? Peut-être, si l'on en croit les déclarations faites aujourd'hui par Denis Baupin, adjoint au maire de Paris chargé des transports et de la circulation. Un projet utopiste, réplique l'opposition UMP. Rendre les voies sur berge aux piétons provoquerait des engorgements de la circulation. Explication Laura Katowski et Alexandre Delaval. Bonjour. Quelles sont les glaces que vous désirez, s'il vous plaît? Enfin, vanille? Une vanille, s'il vous plaît. Une vanille. Il n'y en a plus, on a rupture vanille et cerise, il n'y a plus. Rupture de stock. Jusqu'au dernier jour, Paris-Plage a signifié succès pour le glacier et pour la mairie de Paris aussi.
À pied, en roller ou en vélo, plus de 2 millions de personnes ont investi Berge et Transat, un premier essai qui ne demande qu'à être transformé. C'est agréable. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est un but de promenade, c'est un but de sortie. Oui. Pour les mémés comme nous. Oui. Les automobilistes, à mon avis, il y en a beaucoup qui sont en vacances, donc pour donner à Paris un petit peu la place aux Parisiens, c'est-à-dire aux piétons. Une idée qui fait son chemin. L'équipe de Bertrand Delanoë envisage déjà de reconduire l'opération en 2003, mais aussi de l'étendre à la rive gauche. Et pourquoi pas, à terme, fermer définitivement les voies sur Berge aux voitures. Je crois que c'est quelque chose sur lequel on pourra consulter les Parisiens. J'ai l'impression qu'ils ont déjà un peu répondu avec leurs pieds depuis quelques semaines en disant qu'en effet, ils avaient un peu envie de retrouver de l'espace dans la ville. Certes, la circulation est restée fluide cet été, mais de là à prolonger la formule, la droite grince des dents et les automobilistes aussi. Je pense que c'est une connerie. Bon, on peut comprendre que pendant 15 jours ça ferme pour Paris-Plage, mais je trouve que tel que ça fonctionnait avant, c'est très bien. En attendant, Paris-Plage fermera ses portes à 21 h. Ça ne devrait pas être trop dur de faire évacuer les lieux. La pluie s'en est déjà chargée. Le groupe Vivendi s'apprête à vivre une semaine décisive pour sa survie. Alors que le cours de l'action a perdu cette semaine plus de 46% de sa valeur, les actionnaires s'organisent pour faire face à cette débâcle. François Baudonnet et Patrick Desmully. Le pas est militaire. Cet homme est un ancien commando parachutiste en retraite. Et c'est avec la certitude de s'être fait berner qu'il pousse pour la première fois la porte d'une association de petits actionnaires de Vivendi Universal. Quand même, entre une action qui est value jusqu'à 150 € qui redescend aux alentours de 8, vous voyez la catastrophe. Avec Vivendi Universal, Jean a perdu 30 000 €, soit presque 200 000 francs, une somme représentative des dizaines de courriers et de coups de téléphone reçus par l'association. Mercredi, ses dirigeants seront entendus par le doyen des juges d'instruction au pôle financier à Paris. Il demande des poursuites pénales contre l'ex-PDG du groupe. Jean-Marie Messier devrait normalement, en toute logique, si on applique le code pénal, être en détention provisoire. On ne peut pas admettre qu'un chef d'entreprise, PME, artisan, lui, se trouve tout de suite en détention et qu'un PDG qui a la charge de 250 000 personnes se retrouve en toute liberté et à narguer justement ces petits porteurs. Mais avant d'être pénal, l'urgence est avant tout économique. Le titre a perdu 46% depuis le milieu de la semaine dernière et Vivendi manque cruellement d'argent frais. Si les banques n'accordent pas les délais nécessaires, si l'entreprise continue à être dégradée quotidiennement, alors rien n'est impossible. Rien, y compris une cessation de paiement. Les salariés du groupe, eux, craignent une faillite. Il faudra pourtant attendre la mi-septembre pour que leur syndicat soit reçu par la direction de l'entreprise. Le parc national du Mercantour pourrait retrouver un peu de quiétude avec la fin de la rêve party qui se tient au col de l'Arche, mais côté italien. Déjà 10 000 rêveurs ont quitté le site. Les responsables locaux sont soulagés, même s'ils auraient préféré avoir des visiteurs moins bruyants et plus soucieux de l'environnement. À Damblin, dans les Vosges, le grand rassemblement évangélique de Ligane a commencé ce matin par un office religieux. Depuis une semaine, des milliers de caravanes ont afflué. 40 000 personnes sont attendues pour cette grande manifestation religieuse à l'initiative de la mission évangélique Vie et Lumière, une manifestation qui dure jusqu'au 31 août. Sur place, Charlotte Millet et Jean-Pierre Pasteur. La parole de Dieu ajoute encore ceci. Il Bible appelle le nord, c'est que les morts ressusciteront. Il y a moule que j'en ai près, que les croyants seront transformés. Deux langues, français et manouche, c'est un minimum pour transmettre la parole de Dieu à tous ces gens du voyage venus de l'Europe entière. C'est le premier office religieux du grand rassemblement annuel de l'église évangélique Vie et Lumière. Au programme, prêche, chant et communion sous cette tente qui restera dressée toute la semaine. C'est d'abord une rencontre personnelle avec celui que nous appelons dans notre langue le barreau des veines, le Seigneur. C'est pourquoi ici vous n'entendrez pas du chant flamenco, mais uniquement des chants de cantiques et la lecture de la Bible, parole de Dieu. Les maris de Daniel et Séphora s'occupent de la sono de la tente. Pendant le reste de l'année, ils suivent en famille les pasteurs dans leur travail d'évangélisation des tziganes et des sédentaires. La Bible a changé leur vie. On veut faire connaître Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie, parce qu'on n'est plus des voleurs de poules. On a rencontré Jésus, nous sommes des gitans convertis à l'évangile.
Mais les 40 000 tziganes, roms, manouches, gitans, attendus cette semaine à Namblin, ne sont pas tous des pratiquants. Certains sont ici surtout pour le côté convivial et pour rencontrer de la famille que je connais pas et du monde que je connais, des amis, des copains. Et les rencontres vont se poursuivre encore pendant une dizaine de jours avec une affluence maximum prévue dimanche prochain, jour des baptêmes d'adultes. Baignade interdite à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, où l'eau a été polluée par les eaux usées de la ville. C'est un acte de malveillance. La station d'épuration a été stoppée, ce qui a provoqué un écoulement des eaux sales dans la Méditerranée. En Bretagne, manifestation dans le Trégor à Saint-Efflamme pour alerter les autorités contre la prolifération des algues vertes, liées notamment à l'utilisation des nitrates dans l'agriculture. La baie de Lannion est un des sites les plus pollués par l'algue verte, dont la décomposition sur les plages provoque une odeur plutôt incommodante. Myriam Thiebaud et Gabriel Camilla. Une manifestation contre les algues vertes, c'est souvent aussi une manifestation contre l'agriculture polluante. La pollution issue des porcheries permet aux algues de proliférer et pour la dénoncer, les maires des communes concernées ne se gênent plus. Je pense à notre président de la Chambre régionale d'agriculture qui réclame un espace de respiration concernant l'application des directives nitrates. Les algues vertes ont fait leur apparition sur une dizaine de plages il y a 30 ans. Et depuis, chaque année, la colère des associations écologistes monte d'un cran. C'est essentiellement cette agriculture intensive qu'il faut remettre en cause. Parce que si on ne remet pas en cause ce type de pratique agricole, on aura toujours des eaux polluées. Toujours des eaux polluées en nitrate. Et ensuite, bien sûr, on aura des marées vertes. Et les marées vertes, pour le tourisme, ce n'est pas l'idéal. Les vacanciers aujourd'hui n'étaient pas là pour bronzer, mais pour manifester. Je suis de tout cœur avec eux parce que les plages sont dans un état épouvantable. Donc, dès qu'on marche dedans, on se casse la figure, ça sent mauvais, c'est très désagréable. Les manifestants ne veulent pas en rester là. Ils comptent beaucoup sur la plainte qu'ils ont déposée contre l'État pour non-respect de la législation sur la pollution au nitrate. Laura Flessel a été éliminée ce soir en quart de finale des championnats du monde d'escrime à Lisbonne. Elle s'est dite usée psychologiquement par ces 4 derniers jours pendant lesquels elle s'est défendue d'avoir volontairement pris des produits dopants. Formule 1, Ferrari triomphe à nouveau au Grand Prix de Hongrie avec la victoire de Rubens Barrichello qui prend la seconde place au championnat du monde des pilotes. Michael Schumacher à la 2e place de ce Grand Prix permet à la Scuderia de gagner le 5e doublé de la saison. Ferrari remporte ainsi son 12e titre mondial des constructeurs et le 4e consécutif. L'équipe de France de football se retrouve demain à Roissy pour la première fois depuis son échec cuisant au premier tour de la Coupe du Monde. Les Bleus doivent s'envoler pour Tunis où ils disputeront mercredi un match amical. Ce sera le match de préparation avant les éliminatoires de l'Euro 2004 le 7 septembre à Chypre et surtout le premier de Jacques Santini, le nouveau sélectionneur. Portrait de cet homme aux commandes depuis le 19 juillet dernier, Manuel Tissier. Le style Santini, c'est une économie de gestes. Rarement puni par les arbitres, il contraste avec certains de ses confrères agités. Un entraîneur bien tempéré, plutôt fermé même. Le nouveau patron des Bleus est pourtant né au football au pays de la passion, chez les Verts. Santini, le franc-comtois, débarque en 1969 dans le chaudron de Saint-Étienne. Milieu de terrain, il va porter 12 ans le maillot de légende. 4 fois champion de France, vainqueur de la Coupe à 2 reprises, il vit la fabuleuse aventure et son point d'orgue, cette finale contre le Bayern de Munich. Les maudits poteaux carrés qui renvoient sa tête à Glasgow. Santini est un ver de cœur. Disons qu'avec le palmarès que l'on s'est fait au club, il est difficile de souhaiter faire carrière dans un autre club. Santini devient vite entraîneur après sa carrière de joueur. Toulouse, Lille, Sochaux, mais avec l'Olympique lyonnais, il ouvre son palmarès. Une Coupe de la Ligue et le titre de champion au printemps, il a des arguments pour devenir le nouveau sélectionneur. Il a aussi des partisans, comme Michel Platini, qui en fait son favori pour remplacer Roger Lemaire. Parfois taxé de froideur, Jacques Santini, nommé il y a tout juste un mois, fait beaucoup d'efforts pour gommer son image d'homme renfermé et rompre avec les méthodes de son prédécesseur. Il lui reste désormais, comme avec Lyon, à redonner à l'équipe de France le sourire et le goût de la victoire.
Et nous retrouvons à Orly Jacques Santini qui est en transit avant son départ pour la Tunisie. Jacques Santini, bonjour. Vous allez retrouver vos troupes dans quelques instants. C'est un peu la rentrée des classes pour vous. Est-ce que ça vous fait peur? Pas du tout. Beaucoup de sérénité, mais aussi d'impatience, puisque ça sera la première fois qu'avec mon staff, on va retrouver le groupe de joueurs qui s'est lancé le défi de se qualifier pour l'Euro 2004. Alors comment avez-vous vécu, vous, en observateur, le débâcle des ex-champions en Corée? Débâcle est un grand mot, puisqu'il y a eu pas mal de favoris qui n'ont pas eu un parcours lointain dans cette compétition. Et puis étant non seulement devant la télévision et à des milliers de kilomètres de cette Coupe du Monde, on ne pouvait pas la vivre comme ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Mais j'imagine que vous avez analysé les causes de cet échec. Disons qu'avec beaucoup de discussions, d'entretiens, que ce soit avec bien sûr Roger Lemaire ou Aimé Jacquet et beaucoup de joueurs de cette expérience japonaise et coréenne, on a essayé d'éviter de repartir sur des bases un peu, je dirais, qui n'étaient pas trop bien assises, pour pouvoir, dès le match de mercredi contre la Tunisie, repartir sous forme d'une dynamique qui sera importante pour ces matchs de qualification. Alors au cours des dernières semaines, vous avez voyagé dans toute l'Europe pour rencontrer les joueurs. Dans quel état d'esprit sont-ils? Disons qu'après une déception aussi importante, ils ont réussi à l'évacuer. Et puis à l'image non seulement de leur discours, mais aussi pour certains de quelques matchs déjà de reprise, ils ont la ferme intention que ce qui s'est passé il y a quelques semaines ne soit qu'un mauvais souvenir. Qui sera le capitaine de votre équipe, de Sailly ou quelqu'un d'autre, peut-être Zidane? Pour l'instant, Marcel était le capitaine de cette équipe. Il a été convenu avec lui-même et 2 ou 3 joueurs que j'ai rencontrés ces dernières semaines d'en rediscuter pendant notre séjour à Tunis. Et je pense que mardi soir, avant le match donc, du mercredi, le nouveau capitaine, s'il y a un nouveau capitaine, sera désigné. Merci beaucoup Jacques Santini de nous avoir accordé un peu de votre temps. Sur les côtes de France, de la baie de Somme à la Bretagne, les colonies de phoques veaux-marins se sont installées depuis 20 ans. Mais ces animaux gardent un grand sens de la liberté et les vétérinaires redoutent qu'ils ne contractent une forme de peste qui décime actuellement les populations congénères de la mer du Nord. Reportage dans la baie du Mont-Saint-Michel, Myriam Thiebaud et Gabriel Camilla. Ils sont juste à côté là. Regardez les têtes qui sortent de l'eau. Ils pointent leur nez et vont venir prendre un peu de soleil sur les bancs de sable. Des phoques veaux-marins comme il n'en existe qu'une centaine en France. Et sans c'est bien peu s'ils doivent affronter un jour la terrible peste des phoques. Il y a déjà eu en 88 une épizootie je dirais, elle a vraiment fait des ravages dans les colonies de phoques veaux-marins de la mer du Nord. Et on n'aimerait pas que forcément en 2002 on retrouve ce même problème. La menace plane depuis 2 mois, depuis qu'une nouvelle épidémie fait rage, des côtes danoises jusqu'aux Pays-Bas. À l'aquarium d'Océanopolis, les experts sont à l'affût du moindre nouveau cas recensé, déjà 3000 victimes, 1000 de plus que la semaine dernière. Souvent dans les populations, il y a une forme de régulation, d'autorégulation, c'est-à-dire que la maladie, la mortalité augmente fortement et puis après ça se résorbe doucement. Et bon, le tout c'est qu'il reste suffisamment d'individus pour rehausser la population par la suite. Impossible de réchapper au virus, il n'existe aucun traitement. La contagion se fait par simple contact. Il ne reste donc plus qu'une chose à espérer, que les phoques de nos côtes ne s'aventurent pas ailleurs. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo de Patrice Drevet. 20h50, ma saison préférée d'André Téchiné avec Catherine Deneuve et Daniel Auteuil. 23h55, Alexandre Carra, le dernier journal. Demain, dans les 4 vérités à 7h40, Roland Sicard reçoit Philippe Chéron, historien sur les 60 ans du raid de Dieppe. 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian. 20h, Antoine Cormery. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir.